Et nous revoilà déjà dans les actualités animées de cette semaine. Nous sommes la deuxième semaine de novembre et je vais vous raconter un peu ce qu'il se passe de beau dans le milieu de l'animation. Les nouvelles de cette semaine, elles vont tourner autour de quelques grosses sorties qui arrivent bientôt et aussi un dossier que je voulais dédier à la fois sur quelques actions autour du cinéma d'animation en France, mais aussi vous faire un grand catalogue de toutes les manières de voir du court-métrage gratuitement et de manière accessible parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. La première nouvelle, je voulais quand même le citer parce que c'est un monument de l'animation japonaise qui vient de se terminer, l'Attaque des Titans, une série d'animation japonaise qui est en cours depuis plus de 10 ans et qui vient de se conclure avec un dernier épisode assez marquant et qui était très attendu parce que la dernière saison a été diluée sur les dernières années. L'Attaque des Titans, c'était un grand monument du shonen manga avec beaucoup d'action et de mystère et qui avait beaucoup marqué le paysage de l'animation en France par à la fois ses designs, sa manière de mettre en scène l'action, parce que l'Attaque des Titans avait aussi marqué parce qu'elle tournait autour de beaucoup de thématiques très militaires, stratégie, et c'était une saga connue pour sa violence et le nombre de ses morts, donc elle avait beaucoup marché auprès d'un public adolescent. Donc voilà, ça va se conclure maintenant, quelques années après la fin du manga, et ça laissera derrière soi notamment quelques grandes séquences d'action 2D hyper célèbres qui ont fait la renommée de la série. Je prends aussi une petite seconde pour vous parler de futurs projets. Comme vous le savez, le CNC finance beaucoup de projets en France. Récemment ont été rendus les résultats de la sélection d'aide aux techniques d'animation, qui va donner de grosses sommes pour financer toutes sortes de projets d'animation, notamment quelques-uns dont on a parlé ici, avec InWave qui a reçu 350 000 € de soutien, mais aussi Slocum de la Guionie et Happy End chez Miyu, de long métrage d'animation dont on a pu parler récemment. Le CNC, comme toujours, est un grand soutien du cinéma français. Deux projets à venir aussi qui méritent le coup d'œil, notamment parce que c'est l'adaptation d'auteurs graphiques que j'aime beaucoup, c'est deux projets qui adaptent l'œuvre de Quentin Blake. Quentin Blake, vous le connaissez sûrement, c'est un auteur anglais qui est très connu pour ses illustrations de tous les livres de Roald Dahl, Mathilda, Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant, c'est lui. Vous connaissez sûrement son trait très léger et ses aquarelles assez douces, qui pour moi sont très associées à mon enfance et mes lectures de Roald Dahl. Et cet auteur a été très prolifique dans sa vie puisqu'il a sorti plus de 500 livres, il est encore en vie aujourd'hui, rassurez-vous, mais le cinéma d'animation avait peu adapté son œuvre jusque-là. Mais c'est un tort qui va être corrigé car il y a deux projets en ce moment, un projet de 6 unitaires, donc des 26 minutes, qui sont produits par Hardman, le grand studio d'animation stop motion anglais. Ça va du coup être 6 moyens-métrages indépendants qui devraient être très chouettes et permettre de découvrir différents aspects de l'œuvre de cet auteur. Je vous en parle également parce que Hardman a récemment diffusé quelques-unes des images d'un de ces unitaires. Ça devrait arriver dans les années à venir et personnellement moi j'ai très hâte. Mais il y a également une seconde adaptation en France qui va être faite chez Tant Mieux Prod, qui est encore en développement en ce moment donc on ne sait pas si elle verra véritablement le jour, c'est le projet de L'Ours et l'Ermite. L'Ours et l'Ermite c'est un projet de long métrage réalisé en France et reprenant encore au plus proche le graphisme de Quentin Blake. Ça développera l'histoire d'un ours et un ermite qui apprennent à vivre ensemble et à se reconnecter avec le monde. Et des premières images avaient été diffusées au Cartoon Movie en début d'année dernière, et c'était franchement très joli et encore un tout petit peu plus proche du graphisme original de Quentin Blake, donc à suivre avec attention. On quitte un tout petit peu la France pour s'aventurer aux États-Unis, un des autres grands pays de l'animation, avec plutôt des décisions politiques cette fois-ci, c'est des déplacements de catalogue, notamment Disney qui rachète l'entièreté des parts de la société Hulu, une grosse plateforme de streaming, peut-être pour intégrer à son service Disney+, mais en tout cas pour en avoir le contrôle total, ce qui est intéressant vu qu'en ce moment on est encore dans une grande guerre des plateformes de streaming. Et l'autre nouvelle, c'est un déplacement de catalogue. Les films du studio Skydance, menés par John Lasseter qui a quitté Pixar et Disney depuis un moment déjà, des gros longs métrages d'animation 3D, et qui devaient initialement être diffusés sur la plateforme de Apple, vont finalement migrer du côté de Netflix. Bon, c'est une bonne acquisition pour Netflix qui va comme ça pouvoir étoffer son catalogue de longs métrages 3D pour l'année 2024-2025, mais la décision a été prise de manière très rapide et donc a surpris plusieurs observateurs du milieu. Même si ce genre de tractation financière c'est un peu loin de notre travail à nous d'artistes, c'est intéressant de savoir comment les projets circulent entre les plateformes et où est-ce qu'ils vont se nourrir et trouver leur financement, donc je voulais partager ça avec vous. Et une mini-nouvelle sur l'industrie américaine de l'animation, c'est que les équipes de production de Disney ont rejoint un syndicat. Alors en France, les postes de production et de fabrication sont reliés à la même convention collective, donc on n'a pas ce souci, mais aux États-Unis, ce sont deux branches qui sont totalement séparées, qui répondent à des syndicats différents. Et sur les dernières années, quand les syndicats américains avaient du mal à se former, ça a été beaucoup utilisé comme levier par les entreprises pour empêcher de se fédérer l'ensemble de l'entreprise en séparant les différents corps de métier.
donc c'est très rassurant que la production puisse elle aussi se fédérer avec le reste des syndicats de l'animation. C'est encore une victoire dont on se félicite. En parlant d'autre chose qui rendent le sourire, je voulais vous parler de quelques-unes des actions pour rendre le métier et le secteur de l'animation plus inclusif. Vous savez que dans la création, c'est très dur de porter certaines histoires sur certains sujets, notamment sur des communautés qui sont très très discriminées. Et du coup, cette semaine, je vous ai fait une sélection d'actions autour des communautés LGBTQ+, qui font plaisir. La première action, c'est la Wacon qui a eu lieu le week-end dernier. La Wacon, c'est la plus grosse convention européenne d'homo-fiction, c'est-à-dire des histoires LGBT, des histoires homo-romantiques, gays, saphiques, bisexuels, bref, toutes les formes d'amour et de romantisme, et qui est donc un salon qui rassemble les créatrices issues de ces communautés et qui veulent porter ces histoires. C'est un rassemblement qui est très très positif et qui fait plaisir à voir. C'est la 5e édition en plus, donc on voit bien que c'est vraiment des sujets donc c'est des actions qui touchent les gens et qui doivent exister de plus en plus fort. Le Y de Wacon, il vient évidemment des récits yaoi et yuri, qui sont deux types de fiction japonaises à la base qui veulent dire histoire d'amour entre hommes ou histoire d'amour entre femmes. Et c'est vrai qu'en animation notamment, la majorité des histoires homosexuelles portées par le médium, elles nous viennent du Japon, où il est plus facile de parler de ce genre de sujet et de le mettre en scène dans la série, même de la série jeunesse. Donc forcément, ces esthétiques et ces manières de raconter, elles se sont beaucoup insufflées dans la création française, à la fois dans le webtoon, dans la BD et dans l'animation. Si vous regardez Captain Laserhawk, qui a été sorti par Ubisoft récemment, la relation gay qui est au centre de la série est hyper inspirée de ses esthétiques et de ses manières d'écrire. Donc la Wacon, ça permet aussi de célébrer ça et de soutenir des artistes qui s'engagent dans ce genre d'histoire. Donc c'est trop bien. Une autre initiative parente plus centrée sur l'animation, c'est le site Cartoon Fantasy. Je ne l'avais pas cité jusqu'ici, mais j'aime beaucoup ce qu'elles font. C'est une association plutôt dans le domaine du fandom, des gens qui adorent l'animation et qui veulent partager leur passion. Donc c'est vraiment une plateforme de passionnés qui parlent de doublage, qui parlent de musique, qui parlent de séries d'animation et qui en ce moment est en train de grossir. Une de leurs missions principales, c'est d'avoir un axe plus inclusif sur la création d'animation occidentale, donc soutenir des séries qui portent notamment des thèmes LGBTQ+, mais aussi sur des questions de racisme, de handicap et de discrimination en général. C'est une promotion très positive et inclusive de la création moderne. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas d'aller là-bas, parce qu'ils font comme moi de l'actualité, mais il y a aussi beaucoup plus de discussions de fans, de l'écriture, du dessin, de la création en général qui sont faits dans ces lieux-là. J'en parle aussi car en ce moment ils sont en phase de recrutement, ils veulent faire grossir leur équipe, mais aussi grossir leur communauté. Donc c'est l'occasion d'aller jeter un œil parce que ça fait tout juste un an qu'elles se sont lancées dans cette aventure. Un autre groupe de l'animation dont je vous parle souvent parce que leurs actions sont vraiment très importantes et très positives, c'est les Intervalles. Les Intervalles, c'est une association qui s'est positionnée dès 2017 pour défendre la parité, mais l'inclusivité dans le milieu de l'animation. Et ça sur des questions vraiment très sociales de droit du travail, d'accessibilité des offres d'emploi, mais aussi des études très poussées sur la représentativité des séries et des productions françaises. C'est vraiment une mine d'or sur ces sujets-là. Et plusieurs de leurs articles récents se sont considérés notamment sur les questions LGBTQ+, dans le domaine. Vous pourrez donc lire chez les Intervalles un long compte-rendu de la table ronde d'Annecy sur les questionnements LGBTQ+, dans l'animation, comment on raconte les histoires, quelles difficultés on rencontre, quelles sont les difficultés selon les secteurs de la création et selon les pays d'origine, voire selon l'identité des personnes qui portent les histoires. Des questions très intéressantes et très actuelles. Et plus récemment, les Intervalles ont aussi réalisé une longue étude sur la transidentité dans l'animation. Cette fois-ci une étude plus statistique sur le nombre de personnages trans dans la création française, américaine et japonaise, les stéréotypes qu'on y retrouve, les avancées qu'on peut noter, mais aussi les problèmes qu'on retrouve systématiquement. Et si lire de très longs articles c'est pas trop votre truc, je vous propose aussi sur le sujet d'aller voir une belle émission qui a été faite par le podcast Pause to Pause, dont on parle de temps en temps ici, qui a fait une table ronde avec 2 personnes des Intervalles pour revenir sur la question à l'oral avec des questions du public et qui aborde plus en détail et de manière un peu plus accessible toutes les questions qu'il y a autour de la transidentité. Tout ça, c'est des questions qui sont assez épineuses et on doit trouver entre artistes des solutions pour en discuter parce que c'est des sujets qui sont malheureusement très peu discutés et pour que les représentations s'améliorent et pour que des personnes trans puissent partager leur expérience et porter leurs histoires, c'est important que ce genre d'initiative ait lieu, donc forcément, ici on a envie de les saluer. Voilà, et tant qu'on parle de discuter autour des films d'animation et les idées qu'on veut faire passer à travers, je vous recommande aussi cette émission de France Culture qui s'appelle Philosopher avec Miyazaki. C'est 8 émissions de 1 heure chacune sur un film de Miyazaki et un questionnement philosophique qui se passe à travers. Vous le savez, le dernier film de Miyazaki, Le Garçon et le Rond, est sorti la semaine dernière, donc c'est l'occasion de faire une grande rétrospective sur Miyazaki, les questionnements qui traversent son œuvre, mais aussi
la réflexion philosophique qu'il peut créer chez les enfants et chez son public. Et sur ce même sujet de transmettre des idées à travers l'animation, je ne pouvais pas aussi passer à côté de cette nouvelle qui a été communiquée par Libération. C'est le retrait de diffusion du film Wardy des programmes de sensibilisation dans les collèges de Paris. Wardy, si vous ne le connaissez pas, c'est un film d'animation en stop motion français qui parle du parcours d'une jeune fille palestinienne réfugiée et des problèmes qu'elle rencontre. Donc Wardy, c'est un film qui est important pour ça, parce que c'est un film qui permet de transmettre à des enfants ce que c'est que cette expérience d'être un enfant réfugié. Mais il y a eu cette décision très contestable du rectorat de Paris de le retirer des cycles de sensibilisation dans les collèges. Évidemment, cette décision, elle n'a pas été faite au hasard, c'est à cause de la situation en Palestine actuellement, mais c'est quand même absolument scandaleux qu'on empêche à des enfants de comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde et des souffrances réelles qui existent et que le cinéma permet de transmettre et de faire comprendre. Comme toujours, le cinéma et le cinéma d'animation comme les autres n'est pas neutre politiquement, on le voit encore dans cet exemple-là. Bon, et bien quittons cette nouvelle pour des choses plus heureuses. Cette semaine, dans les belles images, je voulais vous donner un grand panorama de comment voir du court-métrage en ligne. Comme vous le savez, le court-métrage, c'est un petit peu le parent pauvre de l'animation. Il a moins de financement, il génère moins d'argent, il reste moins dans l'histoire et il est moins consommé par le public que la série ou le long-métrage. Si les courts-métrages enfants continuent parfois à être diffusés dans les écoles, dans les médiathèques ou à la télévision, les courts-métrages adultes, eux, ont tendance à faire un petit grand festival et puis après tout simplement disparaître dans la nature. Et moi je voulais vous permettre de les retrouver, ces courts-métrages, parce qu'ils ne disparaissent pas vraiment. Ils vont dans des endroits un petit peu difficiles d'accès, mais ils sont toujours accessibles librement et gratuitement. Et l'endroit pour les retrouver, c'est donc évidemment sur Internet. Je vous avais parlé dans un dossier précédent de tous ces sites qui faisaient de la curation de courts-métrages, qui recommandaient les meilleures sorties. Je vous laisse des exemples allégants, Cartoon Brew, Sens Critique, Katsuka, Vimeo Staff Peak, ou bien des podcasts comme Pause to Pause ou En Intervalle. C'est une bonne manière de se tenir au courant des sorties, mais moi je voulais vous parler spécifiquement des plateformes un petit peu éditoriales où le court-métrage va. La plus grosse plateforme, c'est évidemment YouTube. Et comme je l'avais déjà dit et je le répète, le plus grand producteur de courts-métrages en France, c'est évidemment les écoles d'animation. Les écoles d'animation, elles sont très très nombreuses en France, on a plus d'une quarantaine. Du coup, multiplier le nombre d'écoles par le nombre d'étudiants, par le nombre de films produits, du coup, vous arrivez forcément à une très très grande production qui est forcément dure à suivre. Donc, beaucoup d'écoles ne diffusent qu'une partie des films, et moi je vous en citer quelques-unes, les Gobelins, les SMA, Rubica, les Ateliers de Sèvres. Ces écoles-là, elles ont une bonne démarche éditoriale sur YouTube, c'est-à-dire qu'elles postent tous les films de fin d'études, elles les sortent petit à petit pour que les sorties ne jouent pas les unes contre les autres, et aussi un vrai travail de les miniatures, les descriptions, et créditer toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Et il y en a forcément quelques-unes qui ont eu des gros succès en ligne, et ce succès de la chaîne YouTube va forcément se répercuter sur les films qui vont être plus vus et qui vont donner plus d'opportunités aux étudiants et étudiantes quand elles seront sorties d'école. La deuxième grosse section de ce catalogue des courts-métrages en ligne, c'est forcément les films de studio. Alors forcément les studios, c'est des structures professionnelles donc qui vont vouloir générer un maximum d'argent pour se rentabiliser des films qui ont été produits en interne. Certains qui n'ont pas l'option de sortir les films en DVD vont les mettre en ligne pour qu'ils aient quand même une existence. Quelques-unes de ces initiatives de sortie de films dont moi je voulais parler, c'est par exemple celle de Autour de minuit avec la chaîne Animatique qui depuis plus de 10 ans sort de nombreux films adultes dans des techniques mixtes avec des approches extrêmement nouvelles. Vous pourrez notamment y retrouver tous les films de Rosto, les films de Alfredo Vasquez ou des classiques comme Logorama ou cet horrible film le plus déprimant de tous les temps, Trois petits chats, un film qui m'a traumatisé. L'autre grosse chaîne d'animation studio dont je voulais vous parler, c'est Bang Bang, qui est en fait la chaîne de distribution de Miyu. Miyu, vous les connaissez, c'est des spécialistes du cinéma d'art et d'essai et du cinéma adulte. Vous pouvez donc y retrouver tous les films qui ont été produits chez eux, mais aussi des films qui ont été rachetés. Il y a par exemple des films étudiants ou des films à succès dans des festivals étrangers qui ont été rachetés pour la France par Miyu. Il y a vraiment beaucoup de films très très cool, et si vous les avez vus dans des festivals il y a quelques années, il y a des grandes chances qu'elles soient ici maintenant. Deux autres chaînes que je voulais citer aussi, c'est Zagreb Film et Folimage. Zagreb Film, c'est un studio croate que vous ne connaissez pas forcément, mais qui existe depuis plus de 60 ans, et qui a récemment mis plus de 40 ans d'histoire de production en ligne. C'est des films restaurés de grande qualité que malheureusement on a très peu vus en France, et Folimage, c'est un petit peu l'équivalent de ça, un studio très ancien qui a un catalogue immense, et qui par travail d'archivage a mis une partie de ses productions en ligne. Donc ça permet de mettre en valeur des films qui sont assez anciens et qui ne sont pas forcément remémorés. Donc moi je suis à fond derrière ce genre de publication. Dans la section suivante, nous avons les sites de curation. Ce que j'appelle des sites de curation, c'est des sites qui rachètent les droits des films pour pouvoir les diffuser et qui ont leur ligne éditoriale, notamment d'une certaine qualité ou de certains sujets. Les trois initiatives que moi j'ai identifiées, c'est deux initiatives américaines. Le Short of the Week, qui est un site américain mais aussi une chaîne YouTube accessible, qui chaque semaine et maintenant tous les 2 jours va poster un court-métrage. Le second, c'est forcément le Vimeo Staff Peak.
Chaque jour, l'équipe de la plateforme choisit un film à mettre en avant et ça permet même chose d'avoir un petit best-of régulier sans savoir à faire la démarche de recherche soi-même. La dernière chaîne, c'est la chaîne d'Univers Court. Vous connaissez peut-être le site Univers Cinéma, une plateforme et site de discussion de cinéma. Et bien Univers Court, c'est leur chaîne court qui mélange à la fois de l'animation et de la prise de vue réelle. C'est définitivement de l'adulte et du documentaire, mais il y a quelques très bons films de festival que j'ai retrouvés dessus, et donc en tant que plateforme française, j'avais envie de vous la faire découvrir. On va ensuite quitter le YouTube et le Vimeo pour vous parler de plateformes libres, parce qu'il n'y a pas forcément que sur ces plateformes de grand partage que les courts-métrages peuvent exister. Je vais donc vous citer en vrac quelques plateformes que moi j'apprécie bien. La première, c'est évidemment Arte, la chaîne franco-allemande, qui a un très bon site web, une très bonne chaîne YouTube, et qui est un grand partenaire du court-métrage, avec parfois du matériel additionnel comme des interviews de réalisatrices et des making-of. C'est vraiment une super plateforme, Arte, allez-y, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. La seconde, qui est très spécialisée animation et qui elle demande une inscription, c'est The Animation Showcase. Vous pouvez accéder à l'ensemble de leur catalogue, c'est une sorte de Netflix, si vous vous y inscrivez en me donnant une preuve de votre emploi en animation. Et donc là, vous avez accès à une 50aine de courts-métrages qui sont en festival actuellement. Moi, je le découvre très récemment, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Il y a deux plateformes de cinéma territoriaux dont je vais vous parler. Ces deux plateformes, c'est Cube pour la culture bretonne et l'ONF-NFB pour les films canadiens. Ces deux plateformes, elles vont diffuser du court-métrage d'animation qui est créé sur leur territoire et qui souvent parle de leur culture. C'est hyper intéressant parce que pour la Bretagne, forcément, ça va parler de la culture bretonne, et pour le Canada, ça va parler de la culture canadienne, mais aussi beaucoup de la culture native américaine. Et ça, c'est hyper positif puisque ça permet de continuer à soutenir un cinéma local et qui parle à des communautés directement. Cube, c'est entièrement gratuit. L'ONF-NFB, c'est l'équivalent du CNC, mais au Canada. Vous devez être citoyen ou résident au Canada pour accéder à leurs films, mais je sais qu'il y a des francophones qui m'écoutent, du coup, j'ai voulu vous le recommander. Mais si vous n'êtes pas sur le territoire canadien et que vous possédez un VPN, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour finir sur les plateformes alternatives, je ne pouvais pas passer à côté du Katsuka Player. Katsuka, si vous vous intéressez un tant soit peu à l'animation sur le web, vous en avez forcément entendu parler, parce que c'est un site qui est en place depuis les années 2000, et une des choses qui a été créée par ce site pendant sa longue vie, c'est le Katsuka Player. Le Katsuka Player, c'est un immense catalogue de plein de courts-métrages d'animation, mais il y a aussi de la publicité, des clips, des extraits rares de films ou de making-of qui sont référencés sur ce Katsuka Player. Donc voilà, c'est vraiment un très beau travail de catalogage. A noter que les films ne sont pas hébergés nativement sur le site car il n'en a pas les droits, mais que c'est un catalogue de liens vers des plateformes vidéo comme YouTube, Dailymotion, Vimeo, ce qui veut aussi dire que les films ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et voilà, cela va conclure ces belles images sur comment voir du court-métrage en ligne. C'était mon petit coup de pouce pour faire vivre le court-métrage en ligne, j'espère que vous trouverez la perle rare vous-même. Et pour finir cette émission, on va faire les sorties cinéma. La sortie cinéma qui n'est pas de l'animation mais dont je voulais toucher un mot tout de même, c'est Five Nights at Freddy's. À la base, Five Nights at Freddy's, c'est un jeu vidéo d'horreur qui a eu un très gros succès en ligne et qui a créé des communautés de fans hyper importantes qui ont créé notamment beaucoup d'animations autour. Et après 5 opus du jeu vidéo, ça a été adapté en long métrage. Mais c'est une saga d'horreur et l'animation, elle vient sous la forme des animatroniques qui vont poursuivre les personnages pendant le film. Et forcément, comme chez Parallax, on aime beaucoup l'animation, l'horreur et la culture web, je me sentais un petit peu obligé d'en parler parce que Five Nights at Freddy's c'était un peu un monument de la culture internet dans les années 2010. Et donc voilà, c'est un peu la consécration de ça. Je ne connais absolument pas la qualité finale du film. Et nous quittons un film d'Halloween effrayant avec des robots tueurs pour aller plutôt vers Noël. Noël et ses petits animaux mignons car c'est la sortie de l'hiver d'Edmond et Lucie. Edmond et Lucie, c'est une série d'animation qui est diffusée depuis 1 an et demi en France à peu près, qui parle des merveilles de la nature, de découvrir le paysage qui change et les règles qui régissent la nature. Ce moyen métrage d'Edmond et Lucie, c'est en réalité 4 épisodes de la série qui ont été réassemblés pour faire un programme de sortie ciné. Edmond et Lucie, c'est pas une licence que je connais, mais j'aime beaucoup le graphisme qui est vraiment très mignon et qui a ce rendu low poly que moi j'aime beaucoup. Et petit point technique intéressant, c'est une série qui a été aussi fabriquée pour être aussi écologique que possible. Les créatoristes derrière la série voulaient à la fois que la série parle de l'écologie, mais aussi qu'elle soit fabriquée de manière écologique, et donc l'ensemble des images que vous voyez là ont été rendues sur un modeur de jeu vidéo temps réel. Donc voilà, c'est un point positif que je voulais saluer. Et voilà, avec ça, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que comme toujours cette émission vous a plu et vous permet de vous tenir au courant. J'espère que cette petite plongée dans le circuit du court-métrage vous a intéressé et vous amènera à découvrir de belles choses. En attendant, je vous quitte et comme chaque semaine, je vous recommande de voir de belles choses, parler de belles choses et surtout de créer de belles choses. On se retrouve la semaine prochaine.